Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Antonin Archer est un personnage assez atypique. Il est né à Paris, dans le 10e arrondissement, mais c'est en Savoie qu'il a grandi, dans un environnement qui ne lui a pas laissé que de bons souvenirs. À 6 ans, Antonin voulait devenir son père, tout en ayant également toujours voulu devenir chanteur. Après un bac scientifique, Antonin passe une année en fac de droit, puis 2 ans à Sciences Po Grenoble, qui lui ont valu un bachelor. Pour compléter ce cursus déjà fort brillant, il revient enfin dans la ville qui lui manque tant, il intègre HEC Paris et obtient en 2 ans son master. Le voilà prêt à entrer dans la vie active, me direz-vous? Eh bien pas du tout. Antonin ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Alors pour temporiser, pour calmer le jeu, il crée Nouvelle École. Et c'est sous la forme d'un podcast que cette école va voir le jour. Nouvelle École, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour sortir des sentiers battus et rencontrer des univers qui vont de la tech à la finance en passant par les arts, le journalisme ou encore l'entrepreneuriat. Antonin interviewe ainsi plus de 80 invités plus inspirants les uns que les autres, dans l'espoir, enfin, de savoir ce qu'il a envie de faire de sa vie. Aujourd'hui, Nouvelle École est terminée, mais tous les épisodes sont disponibles et vraiment, allez-y, écoutez-les, vous y apprendrez énormément. Antonin Archer, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un grand honneur de recevoir un de ses mentors et je sais que vous êtes très rare aujourd'hui sur le web. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter mon invitation ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est parce que vous êtes prof et que votre podcast parle d'éducation. Je pense que disons que si je faisais des interviews, ça me paraissait un peu plus utile qu'un énième... On m'a beaucoup proposé de m'interviewer sur des podcasts type inspirationnel, mais qui ressemblent en fait à ce que je faisais, donc je vois pas trop l'utilité, ou des choses un peu plus business. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc là, je crois que le côté éducation me faisait intéresser un peu plus, quoi. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Antonin ? Oh, un regard tendre, je dirais. Je pense que j'ai eu une belle enfance, même si un peu chaotique en fait. Et je sais pas, je regarde pas du tout, j'en garde pas vraiment de mauvais souvenirs en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de moments qui se passaient pas bien quand j'étais enfant, mais je crois que ces moments, on les vit tout simplement. On se rend pas tellement compte que ça peut être bordélique en fait. Et du coup, on s'en rend compte qu'après, mais ça m'a pas vraiment traumatisé, donc j'en garde plutôt un bon souvenir et une certaine nostalgie même d'ailleurs, je crois. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? J'ai quelques bons souvenirs en tant qu'élève. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Alors moi déjà, je sais que j'aimais beaucoup l'histoire. J'ai très vite j'étais captivé en fait. J'aimais beaucoup qu'on me raconte des histoires. Et je crois que vous avez parlé de mon père dans votre jolie introduction. En fait, je crois que mon père me racontait des histoires je le voyais très peu. Et quand il venait me voir, parfois, quand j'avais pas la télévision, quand j'étais vraiment tout petit, donc je devais avoir 5-6 ans, et je me souviens qu'il se mettait à côté de mon lit et qu'il me racontait des films. Il me racontait des films du genre Star Wars, des choses comme ça. Et j'étais vraiment captivé par ça. Et ensuite, à l'école, je crois que c'était donc les cours d'histoire me rapprochaient peut-être un peu de ça, ou peut-être que ça avait créé, je sais pas, éveillé une curiosité en moi. Et j'aimais beaucoup, alors en primaire, il y avait eu des cours rapides sur les campagnes napoléoniennes. Alors moi, si on mêle histoire plus guerre, je crois que là, c'est
l'endroit parfait pour moi. C'est là que j'écoute le plus. J'adore ça, je sais pas pourquoi. Et ensuite, plus tard, c'était vraiment toujours soit des profs d'histoire, soit des profs de français, clairement. Et donc, il y avait eu ce prof d'histoire géo en 5e qui était complètement atypique pour le coup parce il était beaucoup plus jeune que les autres. Je sais pas d'où il sortait, mais je pense qu'il sortait tout juste de l'œuf, quoi. Et alors lui, il avait beaucoup d'énergie. Il nous illustrait toujours ce qu'il voulait dire par souvent il rejouait des dialogues il imitait les voix des personnages. Ou alors, une fois, je me souviens très bien, on parlait États-Unis, on parlait donc noir, blanc, origine du pays, guerre de sécession. Je sais pas pourquoi on parlait de ça, d'ailleurs, je sais même pas si c'était au programme, mais je sais qu'il nous expliquait un peu l'Amérique, il s'est mis à nous chanter Johnny B. Good, à nous siffler Johnny B. Good, parce que personne savait ce que c'était Johnny B. Good, quoi. On n'était déjà pas vraiment, on connaissait pas les origines du rock'n'roll, en fait. Et ça, c'est un moment très fort. Je me suis toujours souvenu de ce moment, parce que ça m'avait paru dingue, quoi, ce prof qui sifflait Johnny B. Good au milieu de la salle. Donc c'est vraiment des choses comme ça. Je dirais que c'est toujours des profs d'histoire. J'avais un prof d'histoire des institutions publiques à la fac de droit. Donc en fait, ça peut paraître très chiant parce que c'est vraiment des histoires histoire de la Constitution, de la Première République. Et en fait, c'était trop bien parce que c'était une espèce de prof d'histoire à l'ancienne, très dur. Et il était du genre à clasher ses élèves en disant qu'ils étaient tous débiles. Ce qui n'était pas forcément fou avec le recul, d'ailleurs, quand je pense à mon niveau de l'époque, mais il était très bon, quoi, lui aussi. J'aimais beaucoup, il racontait les institutions de la France, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours passionné, ce genre de choses. Donc moi, c'est toujours des profs d'histoire qui m'ont marqué la plupart du temps. Prof, etc. Alors je sais que vous avez grandi dans un cadre qui ne vous convenait pas vraiment. Ça s'est traduit comment dans votre adolescence ? En fait, mon adolescence, on va dire que le plus vite possible, j'ai essayé de ne pas être chez moi. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais voir mes copains, en général. J'allais dormir chez eux le plus possible. Très tôt, 13-14 ans, j'étais le plus possible hors de chez moi. Et puis ensuite, je suis parti en internat dès que j'ai pu. C'est pas que ça se passait si mal chez moi, mais c'était pas une ambiance qui me mettait à l'aise, quoi. De toute façon, même ma mère, elle est pas très bien à cette époque-là. Et du coup, moi, j'étais tout le temps dehors. Je faisais de la musique aussi. À ce moment-là, c'est le moment où je me suis vraiment mis à la musique, donc à la guitare, etc. J'avais un groupe de rock. Et j'avoue que j'étais le plus possible dehors. Et j'ai commencé à faire 2-3 conneries, mais rien de grave, quand j'avais 15-16 ans. Et c'est là que j'ai redoublé ma première. C'était pas catastrophique, mais c'était une période où j'étais un peu moins, disons que je voyais pas trop l'intérêt de finir le lycée ou de finir l'enseignement général pour aller jusqu'au bac. Moi, je croyais que j'allais devenir une rockstar, en fait, et que c'est comme ça que j'allais partir de mon village. Alors, c'était ça ma tactique. C'était très mauvais avec le recul, une très mauvaise tactique, mais bon, j'y croyais beaucoup. Et donc, moi, je faisais que de la musique et je bloquais mon lycée pour les réformes qui touchaient les profs, alors que j'y comprenais absolument rien. J'avais même pas lu la réforme. Simplement, c'était une bonne occasion de ne pas aller en cours pendant quand même 2 ou 3 semaines, parce qu'on avait quand même bloqué le lycée très, très correctement. Et voilà, donc lycéen de base qui mériterait de se faire secouer un peu, je pense. Même. C'était amusant comme période. En quoi ces périodes de l'enfance et de l'adolescence ont influencé votre aventure dans Nouvelle École ? Énormément. En fait, je pense que ce qui l'a le plus influencé, c'est le fait que mes parents soient autant, je sais pas si on peut dire atypiques, autant je l'ai déjà dit, mais en fait, mes parents sont pas très normaux dans leur intégration sociale. Disons que mon père a longtemps été demandeur d'emploi et puis il n'était pas là. Ma mère, c'était la même chose. Tous les deux, c'était un peu exilés de Paris, où ça devait pas bien se passer pour plein de raisons. Et donc, en fait, c'était un peu une famille éclatée où ils n'avaient pas vraiment, même s'ils venaient d'un environnement plutôt bourgeois, eux n'avaient pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une réussite professionnelle. Donc, à la fois, j'avais pas vraiment de modèle qui me donne envie, c'est-à-dire un modèle de réussite classique qui aurait pu me donner envie. Et en même temps, j'avais pas non plus de l'inverse, c'est-à-dire que j'avais pas non plus de modèle qui me
j'avais pas non plus de parents qui me mettaient la pression, en fait. Mm. Personne pouvait me dire, il faut absolument que tu le fasses. Enfin, si, mon père le faisait quand même, d'ailleurs. Mais j'avais pas cette espèce de pression qu'ont pu avoir des gens que j'ai rencontrés, notamment à HEC, où vraiment, bon, le poids de leur famille qui a accompli, ou qui a fait des choses très traditionnelles, très bien, c'est-à-dire des grandes études, puis des grands boulots dans des grandes boîtes, ce genre de choses. Moi, j'avais pas beaucoup ça, en fait. Mm. Donc, je pense qu'à la fois, j'étais perdu, mais en même temps, j'avais beaucoup plus de liberté. Et c'est ça qui fait que je pouvais gambader tel un troubadour entre les différents invités et ne pas trop stresser, même si je stressais. Mais je veux dire, j'ai vraiment rencontré des gens pour qui ça aurait été impossible de faire ça. Donc, je crois que c'était ça surtout. C'était vraiment le côté chaotique, le côté où il y avait vraiment pas de base solide qui ont fait que, à la fois, j'ai eu ces angoisses et ces questionnements qui ont fait qu'il fallait que je parle à des gens et que je vois comment je pouvais faire quelque chose que j'aimais dans ma vie. Et en même temps, j'avais pas je pense que j'avais peut-être moins peur que les autres ou moins de choses à perdre en étant un peu à l'arrache, quoi, finalement. En écoutant votre portrait, les auditeurs ont compris que vous n'êtes pas un prof au sens strict du terme. Alors pourquoi ce titre Nouvelle École ? Honnêtement, j'en sais rien. Enfin si, je sais que c'était le titre d'une chanson de rap que j'aimais bien, de Booba. Mais enfin, c'est pas spécialement une chanson que j'aimais plus que les autres, en fait. Donc vraiment, je sais pas. Je pense que ça m'est venu. Vous savez, c'est comme quand on écrit une chanson ou qu'on crée quelque chose, on sait vraiment pas comment ça vient, en fait. Ça vient tout simplement et parfois on l'attrape et on se dit que c'est le bon truc. Donc je dirais que c'est ça pour le nom du podcast. Et puis voilà, mais une fois que le nom est venu, je me suis dit ah ouais, c'est super, parce qu'en plus vu que je vais interviewer des gens, ça fait un peu comme de l'enseignement, parce que peut-être qu'on va apprendre des choses. Donc il y avait tout ce côté-là. Mais je pense que c'est plus comme ça que ça s'est fait, si vous voulez. Il n'y a pas eu de réflexion du style il faudrait que je trouve un nom qui fait écho à ça. C'est que c'était dans l'autre sens, quoi. Nouvelle École est née d'une certaine incapacité à vous positionner professionnellement. Est-ce que finalement, vos conversations avec vos invités ont petit à petit répondu à vos interrogations sur votre avenir ? Alors oui, tout à fait, en fait. Je dirais que disons que ça m'a apporté la garantie que je ne saurais jamais vraiment ce que je voulais faire et qu'il fallait absolument que je m'y mette, en tout cas, quoi. Qu'il fallait que je décide, que j'accepte de ne pas savoir complètement et que je décide de quelque chose, en tout cas pendant quelques années, en me fiant à mon instinct et à ce qui me paraissait être la meilleure option. Je pense qu'avant Nouvelle École, j'étais terrifié par toutes ces options. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui n'ont aucune option, et il y a les gens qui ont trop d'options. Moi, j'ai fait les deux en un espace de temps assez réduit. C'est-à-dire, je suis parti de quand j'avais 15 ans, où là, vraiment, j'avais pas spécialement d'options. Et je suis arrivé à 22-23, où je venais de sortir d'HEC. Et là, j'avais beaucoup d'options. Simplement, ça m'aidait pas beaucoup plus, quoi. Donc, je crois que Nouvelle École, je crois que c'est surtout une question de... J'avais très peur, en fait. Je crois qu'on sait un peu au fond de soi quand même ce qu'on veut faire et ce qui nous intéresse. J'ai cette conviction que la plupart des gens que je rencontre, parce que en fait finalement je me retrouve beaucoup à parler de ce sujet, il y a tellement de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou qui sont mal dans ce qu'ils font, que pour peu qu'ils aient écouté un peu le podcast, quand je les rencontre, ils me parlent nécessairement de ça. Donc je crois que c'est surtout une question de peur et de pas arriver ou de pas avoir en fait envie assez de savoir ce qu'on veut faire au fond. Mais une fois qu'on arrive à battre un peu cette peur, c'est beaucoup plus facile, parce que de toute façon, on sait que ça se trouve, on est en train de se tromper. Enfin, moi, je me suis remis à la musique, je sais très bien que ça se trouve, je vais rater. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Alors aujourd'hui, justement, vous avez des plans, vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument. Moi, je fais de la musique, là. Je me suis remis à la chanson. Enfin, c'est plutôt un genre de rap maintenant, mais moi j'appelle ça de la chanson. Ça s'appelle L'Enfant, et c'est ce que je fais depuis maintenant 2 ans, je dirais, un truc comme ça. Je veux dire, j'ai tout repris à zéro, en fait. C'était ma première passion d'enfance, du coup, d'adolescence. Et je m'y suis remis parce que je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas, j'allais devenir assez aigri, en fait. Je me suis retrouvé à un concert et je me suis senti vraiment aigri. Et je me suis dit, merde, c'est le début de la fin. C'était quand je faisais encore Nouvelle École. Et je me suis dit, il faut absolument que je me remette à la musique, sinon c'est foutu. Et donc voilà ce que je fais actuellement. Et j'enregistre, je compose mes morceaux et puis je les sors. Et puis je suis assez content, moi, je dois dire. On va écouter ça, Longue vie à l'enfant, donc. Merci.
Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison? Ri aux larmes. Ça m'arrive quand même, hein, donc je sais pas si c'était. Ça me dit vraiment quelque chose, j'arrive plus à m'en souvenir. C'est possible que ça ait été pendant le tour. Ouais, c'est certain que c'est ça. C'était pendant le tournage de mon dernier clip, en fait. Je me suis retrouvé avec des petits, je vais dire des petits jeunes. Déjà, je dis des choses comme ça. Enfin, des types de 20 ans, quoi, à Lyon, qui étaient donc mes nouveaux réalisateurs, on va dire. Et on a beaucoup tourné, on était fatigués et on s'est beaucoup marré. Et je dois dire que c'est à ça que ça sert aussi, ce genre de projet. Quand j'étais dans Nouvelle École, je voyais quand même des gens qui avaient l'air de beaucoup rire. Et ça me frappait parce que, en fait, entre HEC et Nouvelle École, en fait, j'ai pas directement fait Nouvelle École, j'ai monté une entreprise d'abord. Et c'est là que là, je suis tombé. C'était assez dur psychologiquement parce que j'ai vraiment détesté. Et je ne riais plus beaucoup à cette époque. Et quand je faisais Nouvelle École, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui avaient des vies où ils avaient l'air de beaucoup rigoler, en fait. Et ça me faisait très bizarre. Je me disais, merde, j'ai vraiment failli passer à côté de ma vie, là. Et donc là, je dirais que j'ai beaucoup ri sur ce tournage et que de toute manière générale, de toute façon, les tournages, les choses comme ça, c'est très très drôle par moment. Surtout parce qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Donc quand on est très fatigué, on a plus tendance à beaucoup rire. Et donc on a beaucoup ri là. Je me souviens, c'était très drôle. Mais ça m'arrive quand même pas mal et beaucoup plus qu'il y a quelques années, quoi. Disons que je me sens beaucoup plus proche maintenant que de celui que j'étais quand j'avais 16 ou 17 ans que de celui que j'étais quand j'avais 21 ou 22 ans. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Ouais. J'aime bien quand je me lève déjà, parce que peu importe l'heure, en fait, il y a un côté... Déjà, j'ai pas de boulot, donc personne me dit à quelle heure je me lève. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, je veux dire, j'ai du travail avec lequel je gagne ma vie, mais c'est pas du CDI, quoi, ou du salariat. Donc j'aime vraiment quand je me lève, parce que j'aime bien le matin, parce qu'il y a un côté inconnu. On sait pas vraiment ce qu'on va faire dans la journée, donc tout est possible, en fait. Ouais, c'est le début de toutes les possibilités. Absolument, et je crois que j'aime beaucoup cette sensation. À contrario, je déteste le soir. Il y a un côté bilan le soir qui me presse beaucoup. Je me dis, oh là, j'ai rien fait de ce que je devais faire. Donc ça me presse énormément. J'aime beaucoup le matin, et puis sinon, ce que j'aime vraiment comme moment, je crois que j'aime la plupart des moments. J'aime bien quand je fais de la musique. J'en fais tous les jours, et ça dépend. Je fais pas toujours à la même heure, mais j'aime bien, quoi. J'y pense pas trop, en fait. Donc c'est plutôt ça veut dire que c'est un bon moment. Et honnêtement, maintenant, il y a beaucoup de moments de mes journées que j'aime bien. C'est-à-dire, j'y pense pas beaucoup, donc c'est assez particulier d'y penser. Ça me fait plutôt plaisir de me dire ça, mais c'est vrai que la plupart des moments de mes journées... Moi, je sais les moments que j'aime pas, en tout cas. J'aime pas les moments où je dois travailler pour gagner de l'argent, je déteste. C'est plus ça va et moins j'aime faire ça. Mais je crois que c'est commun à la plupart des gens, ça. Et voilà. Prof, etc. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? C'est une question... C'est pas si facile que ça. Vous voulez dire chez quelqu'un, chez moi? Non, ça peut être une valeur en général, quelque chose qui est essentiel dans le déroulement de sa vie, et ça peut concerner les autres, ou ça peut concerner la collectivité en général. Enfin... C'est compliqué, parce que les valeurs, c'est dur de les prendre indépendamment, je trouve. Parce que j'ai presque envie de dire l'égoïsme ou l'amour de soi, en quelque sorte. Enfin, si c'est un peu similaire, si vous voyez où je veux en venir. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas tout seul, parce que, évidemment, pris indépendamment, on peut devenir quelqu'un de très con, en fait. Mais je crois que c'est très important. Je crois que c'est vraiment la base. Vous savez, c'est vraiment charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Moi, je crois beaucoup en ce genre de choses. Et pour avoir été dans le rapport inverse, où peut-être je faisais pas assez attention à moi, et j'étais très malheureux, et finalement je pense pas que je pouvais apporter quelque chose de positif à qui que ce soit. Aujourd'hui, j'essaie d'être bien dans mes pompes, et je fais beaucoup plus attention à moi. Alors il y a plein de gens qui vous diront que je pense trop à moi, peut-être, mais ceci dit, je sais que si je ne me sens pas bien, j'ai beaucoup de mal à faire quelque chose d'utile ou de positif, ou même à être sympathique avec les gens, tout simplement. Donc en fait, j'essaye de faire attention à ce que je ressens, et à quand ça va pas trop, ou quand je commence à fatiguer, à m'éloigner ou à me protéger.
Donc, je trouve en fait que cette valeur, elle est pas assez considérée, si vous voulez. Je trouve que la plupart des gens ont tendance à croire qu'il faut être, en anglais ils disent selfless, c'est-à-dire qu'il faut jamais penser à soi. Mais ça, pour moi, ça c'est vraiment de la connerie en fait. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que la plupart des actions qu'on fait nous rapportent quelque chose. Mais bon, là, on est dans un débat philosophique un peu plus long. Mais voilà, ce que je pense que il faudrait peut-être un peu plus, ça paraît paradoxal, mais il faudrait peut-être un peu plus d'égoïsme, en fait. En tout cas, chez les gens que je rencontre, peut-être que c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire de manière universelle. Quel mot, selon vous, compléterait le mieux le mot entreprendre ? Vite, entreprendre vite. Y aller à fond. Ouais, à fond. Ouais, en fait, moi, je crois beaucoup à. C'est marrant parce que ça, c'était un peu de la théorie startup que j'ai pas mal bouffé à l'époque dans un bouquin qui s'appelait le Lean Startup. Mais en gros, le concept, c'est qu'il fallait tester vite, tester intense et changer vite, en fait. Ce qui fonctionnait pas. Moi, je crois beaucoup à ça pour la vie, finalement. Je crois que ce qui handicape la plupart des gens, c'est qu'en fait, ils savent ce qu'ils veulent. Ce que je disais tout à l'heure, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent au fond d'eux ce qu'ils aimeraient faire. Simplement, il y a toujours je le ferai quand j'aurai fini, ou je le ferai dans tel temps de temps. Et puis quand ils commencent à le faire, ils le font, mais ils le font en hésitant, en quelque sorte. Ils le font un petit peu en dilettante. Et je crois que ça, c'est terrible, parce qu'en fait, déjà, ça donne forcément des effets, très peu d'effets. Et du coup, on se dit qu'on est nul et que ça sert à rien. Alors, or, évidemment qu'on est nul puisqu'on l'a jamais fait. Donc, on est obligé d'être mauvais, en fait, dans ce qu'on commence, c'est logique. Ou alors, sinon, tout le monde le ferait, quoi. S'il suffisait de boxer 5 minutes pour être Mike Tyson, tout le monde le ferait, quoi. Et du coup, moi, je crois que ce qu'il faut vraiment faire, c'est prendre le problème de front et se dire, ok, je vais tester intensément. Je vais le faire vraiment, vraiment intensément et je vais le faire vite. Je vais me dire, moi, je vais faire ça pendant 1 mois. Je vais le faire 2 heures par jour ou 1 heure par jour, mais c'est déjà pas mal. Et puis, à la fin de ça, je saurai déjà si j'ai envie de faire ça. Et puis, je saurai si ça marche un peu. Je saurai beaucoup de choses, en fait, que je n'aurais pas su si je m'étais contenté de le faire en dilettante, un peu par semaine quand j'ai le temps. Tout ça, pour moi, ça fonctionne pas. Ça. Pour moi, il faut le faire vraiment correctement. Donc, je dirais entreprendre vite, ouais, parce que finalement, c'est pas. On finit jamais par réussir ce qu'on réussit, c'est rarement ce qu'on avait créé en premier ou ce qu'on pensait qu'on allait faire, en fait. C'est toujours quelque chose qui est une conséquence de ce qu'on a commencé par faire au début. On n'avait pas pensé que ça allait se transformer en ça. Donc, je pense qu'il faut pas trop sacraliser le fait d'entreprendre ou de lancer des projets. Vaut mieux le faire et puis voir où ça nous mène, quoi. Il y a un côté un peu aventure qui est sympa, je trouve. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Compétence, capacité qui me rend bien des services. Je crois que Est-ce que ça me rend fier ? Compliqué votre question. Je pense que peut-être je crois que j'ai beaucoup appris à. Alors comment dire ça ? Je veux dire à vendre, même si je pense que c'est plus à s'entendre correctement avec les gens. Et en business, ça se concrétise par de la vente souvent parce que les gens aiment bien travailler avec les gens avec qui ils s'entendent. Mais je crois que c'est une compétence importante de travailler le rapport social, en fait, quand on rencontre quelqu'un, de pouvoir bien s'entendre avec cette personne ou de comprendre ce qui est important pour elle. Je crois que ça, c'est important et je m'en sors pas trop mal, à mon avis. Et je pense que ça m'a servi pour mes interviews et que les interviews m'ont fait beaucoup, beaucoup progresser là-dedans, notamment. Donc, la capacité à se faire des amis, en tout cas, si on veut s'en faire. Parce que aussi, parfois, on veut pas être sympa et tout le monde nous déteste, mais c'est un autre problème, ça. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée, vous choisiriez qui ? Une seule personne. Je vous dire, c'est mon rêve, ça. Moi, je voudrais je voudrais diviser mon corps en 100 petites unités et vivre la vie des autres personnes pour voir comment ils font, en fait. Et c'est vraiment mon grand problème. C'est pour ça que j'avais fait ce podcast. Tous les jours, je me dis, mais comment ils font ? Comment ils font pour être aussi forts ? Par exemple, j'écoute des types qui font de la musique ou je lis des bouquins et je me dis, mais comment on peut être aussi fort ? La dernière fois, je lisais
mais surtout quand je lis de la philo, en fait. Enfin, la dernière fois, je lisais Nietzsche, par exemple. Je me disais, mais comment c'est possible d'écrire un truc aussi compliqué? J'ai l'impression qu'il me faudrait toute ma vie pour écrire une phrase de n'importe lequel de ces bouquins. Et je me dis, c'est quand même dingue. Donc, si je devais choisir une personne, oh là là, je pense que ce serait dans la musique. Je pense dans la chanson. Ouais, mais ça, ouais, j'allais dire peut-être un Georges Brassens ou quelque chose comme ça, mais franchement, je sais pas. Ah si, alors peut-être Depardieu, honnêtement, mais parce que je pense que ce serait marrant, vraiment. Et puis sinon, bah, je sais pas. C'était trop difficile d'en choisir une seule. Peut-être Kanye West, parce que je pense que ce serait assez fou aussi. Mais j'aurais peur d'être déçu, en fait. C'est ça le problème. C'est que je pense que je fantasme beaucoup les gens que je trouve forts de l'extérieur. Et si j'étais avec eux, je me dirais, bon, en fait, ils ont une vie normale, quoi. Ils boivent du café, ils travaillent. Ce serait terrible pour moi. Comment définissez-vous le succès ? Je crois que c'est juste une définition personnelle, en fait. Bon, la plupart des gens ont la même définition. Hein. C'est si on gagne de l'argent, si on est premier, si on est connu. Après, ça, c'est les définitions acceptées communément. Ça marche pour des gens. Hein. Et je crois que sinon, il faut se créer son propre système de valeurs, sinon on est forcément un peu malheureux à mon avis. Donc faut décider de si on. Je crois qu'il faut surtout savoir ce dont on a besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, c'est-à-dire psychologiquement ils ont besoin d'avoir de l'argent, d'autres qui ont besoin d'être connus. Moi par exemple, je pense que j'ai plus besoin de reconnaissance que d'argent. Au fond de moi, je pense que psychologiquement j'ai plus envie qu'on m'aime bien ou d'avoir de la notoriété plutôt que d'avoir de l'argent ou ce genre de choses. Donc en fait, je crois qu'il faut d'abord être conscient de ça et puis ensuite parce que si on nie ce genre de particularité, si moi je niais le fait que j'ai besoin de reconnaissance, je pense que là pour le coup je serais malheureux. Je dirais non mais je m'en fous, qu'on m'aime bien, etc. Et en fait là je serais assez malheureux je pense. Donc je crois que le succès c'est peut-être être honnête sur ce dont on a besoin au fond et ensuite aller le chercher avec une certaine dose quoi, sans devenir fou je pense. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Que ça continue comme ça, j'aimerais bien. Et puis que ça continue, mais en mieux. Je veux dire, si je pouvais... Moi, ce qui compte pour moi actuellement, c'est de continuer à avoir cette vie où en fin de compte, je sais pas trop ce qui va m'arriver. Je sais vraiment pas trop ce qui va m'arriver, mais je sais que ce que je fais, j'aime bien. Et donc, je suis content de vivre mes journées. Donc déjà, c'est beaucoup. Parce que quand on a connu à un moment des journées qu'on n'avait pas trop envie de vivre, je pense qu'il y a plein de gens, beaucoup de gens qui ont vécu ça. En fait, ça fait juste du bien de se dire qu'on est OK avec les journées qu'on vit. Et du coup, que ça continue comme ça. Et puis moi, si la musique, ça pouvait fonctionner de mieux en mieux, ce serait bien. Je veux dire, si je pouvais vivre de ça à un moment, je serais très content, quoi. Je n'en demande pas beaucoup plus, finalement. Je n'en demande pas beaucoup plus, même si au fond de moi, je sais que si je suis honnête, je suis toujours en train d'essayer d'en faire le plus possible et de manière un peu pathologique, quoi. Mais en vrai, si je prends du recul, je suis très content et pas vraiment besoin que ça. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse me rendre plus heureux, en fait. Merci Antonin d'avoir accepté de participer à Prof, etc. Vraiment merci. Y a pas de quoi. Merci à vous pour votre invitation. Vous trouverez les liens pour écouter Nouvelle École et l'enfant en description de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur les plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Deezer par exemple. N'hésitez pas non plus à m'offrir des étoiles sur iTunes, ça m'aide, ainsi que vos commentaires. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.